La Bouillave sur YouTube. La Bouillave, je m'abonne. Vous connaissez cet homme? Il a été abattu d'une balle dans la tête en pleine rue. Samat, une figure montante du rap hardcore, est criblé de balles alors qu'il sort de son véhicule. C'était le premier rappeur français un peu connu assassiné, et ce n'est pas le seul. Des clashs qui tournent mal, des rappeurs qui finissent en prison, des morceaux censurés par l'État. Depuis ses débuts, le rap français est accusé de corrompre la jeunesse, glorifier la rue et diviser la société. Et si le problème n'était pas le rap, mais ce qu'il met en avant? Les rappeurs ont-ils vraiment le choix ou sont-ils pris au piège par l'industrie et leur propre environnement? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du rap français. Est-il condamné à glorifier la violence ou pourrait-il devenir un moteur de changement? Demande à un ado aujourd'hui qui sont ses rappeurs préférés, il va sûrement te répondre Kobalade. Mais maintenant je peux baiser la meuf que je baisais la meuf que sans demander son avis. Gazo. Ah, Gazo, mes enfants ils écoutent nanani nanana. Dans la gueule, rien pour tous les goûts. Tes enfants kiffent le rap du coup. Que des gros terres. Ou même peut-être Jul. Te déshabille pas, je vais te violer. Dans le pire des cas, je rigole. Oh, rigolons un petit peu, oh. Et je sais pas si c'était pareil pour vous, mais quand je rentrais du collège et que j'écoutais du rap, bah mes parents ils kiffaient pas trop, ils me disaient que j'allais devenir une racaille. Premier degré, moi tu me faisais vachement peur. J'osais pas du tout rentrer dans ta chambre. C'était comme un espèce de bing bang un peu dans ta tête et dans ton cœur pour que t'écoutes ça, et vraiment ça me faisait hyper peur. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Depuis NTM, IAM ou Ministère Amer, le rap est critiqué pour ses paroles agressives, que ça soit par des politiciens ou les médias. Tiens, par exemple, en 2003, NTM ont été condamnés pour outrage à agent à cause de leur morceau Police. Ce morceau contient des paroles critiques envers les forces de l'ordre et ce bon vieux « nique la police » n'a pas plu à l'époque. Les membres du groupe ont été condamnés pour outrage à la police et copant de 6 mois de prison, dont 3 fermes, et d'une interdiction d'exercer leur métier pendant 6 mois. Pourtant, le morceau est bien écrit, bien mieux que ce qui se fait aujourd'hui, et la sanction semble être extrême puisque vous allez le voir dans la suite de la vidéo, la loi a bien changé. Aux États-Unis, pays de naissance du rap, il y a même déjà eu des manifs anti-rap tellement ça a de l'ampleur. La peur a toujours été que les textes et clips influencent le comportement des enfants. That's what gangster rap is doing to our children. Turning them into gangsters. On avait déjà vu ça avec le rock auparavant. And I believe with all of my heart that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today. Le président américain Richard Nixon, à cette période, avait mené une campagne pour interdire les chansons qui faisaient référence à la drogue à la radio, donc une partie des morceaux de rock, qui étaient perçus comme promouvant l'usage de substances illicites. Bon, aujourd'hui ça a bien flop, il y a qu'à voir ce qui est mis en avant. Et avant ça, c'était avec l'apparition des comics, puis une fois que l'État a mis la main dessus, ils l'ont utilisé comme propagande pro-US lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a adouci l'image négative qu'avaient les comics. Bref, les choses ont toujours été comme ça. La jeune génération adore quelque chose, l'ancienne génération pense que c'est dangereux, puis l'État met la main dessus et l'utilise, et ainsi de suite. C'est un cycle sans fin. Ridicule, dangereux, évident. Et tenter d'empêcher un enfant de faire quelque chose en lui disant que c'est dangereux, c'est peut-être l'un des moyens les plus efficaces pour qu'il ait encore plus envie de le faire. S'il y a une chose que l'histoire nous a toujours enseignée, c'est que l'être humain est attiré par l'interdit. En mode, regarde, dès le début de la création de l'humanité, c'est parti en cacahuète à cause de Ève et d'une putain de pomme interdite. Une pomme, mec, alors qu'ils avaient tous les autres fruits du monde qui étaient à disposition. Mais non, il fallait absolument croquer celui-là parce qu'il était interdit. Merci Ève. Donc là, on se base sur une histoire religieuse, mais bon, c'est une métaphore. Et le commencement du rap était comme ce fruit interdit. J'ai déjà parlé de NTM avec Police, mais plus récemment, on a eu LMF de Freeze Corleone. Son album La Menace Fantôme a suscité des accusations d'antisémitisme de la part de la LICRA. En conséquence, Universal Music a mis fin à sa collaboration avec l'artiste. Après, là, on est en France, c'est pas allé aussi loin qu'aux États-Unis, car là, boum, c'est carrément le FBI qui est intervenu. La musique de NWA, un groupe de rap que vous connaissez sans doute, a été bannie de partout à cause d'un son, Straight Outta Compton, car jugé trop anti-police. Je me suis appliqué sur l'accent. Et cette controverse n'a fait que donner encore plus envie aux jeunes d'écouter cette musique, peu importe le milieu social ou la couleur de peau. Cet album a été boycotté par les radios pour ses paroles explicites, mais a connu un succès commercial retentissant. Et là, quand t'as envie d'être rebelle et qu'on te dit « n'écoute pas cette musique, ne t'habille pas de cette manière-là », bah c'est ton job d'aller vers ce qui est interdit, puisque tu es un rebelle. C'est littéralement le principe. Et ça n'arrive pas que dans le monde de la musique. Dans les années 80, Nike n'était qu'une petite marque, encore loin du géant qu'elle est aujourd'hui. Mais en exploitant la puissance de cet effet, elle va se retrouver propulsée
propulsé sous les projecteurs et donné naissance à l'une des séries de chaussures les plus iconiques de l'histoire, la Jordan 1. À l'époque, la NBA avait une politique extrêmement stricte. Les joueurs n'étaient autorisés qu'à porter des chaussures majoritairement blanches et assorties aux couleurs de l'équipe. C'était la règle des 51%. 51% de blanc sur la chaussure. Un peu raciste. Et si vous vous demandez à quoi ça servait, eh bien c'était pour conserver une image professionnelle à la NBA. Mais un jour, Michael Jordan a décidé de briser les codes en portant la paire nommée Bread. Black et red. Noir et rouge. Bon, t'as capté quoi. Et je parle pas de Bread le pain. Et ça, la NBA n'a pas kiffé du tout puisqu'ils l'ont forcé à finir le match pieds nus. Ah non, c'est moi qui invente ça. Non, la NBA ont juste vraiment pas aimé et l'ont menacé de $5000 d'amende s'il recommençait. What rule do we violate here? Well, it doesn't have any white in it. Uh-huh. Well, neither does the NBA. Puis, avec un peu de réflexion et pas mal de marketing, Nike est passé d'une banale chaussure noire et rouge à la chaussure bannie. Suite à quoi, tout le monde a voulu en acheter jusqu'à atteindre $100 millions de vente dès la première année. C'est bon? C'était devenu un vrai symbole de non-conformité. Alors qu'en soi, les gens n'étaient pas interdits de porter la paire dehors. Et dans l'industrie du textile, on a d'autres gens qui essaient d'attirer l'attention par la controverse. Pense par exemple à Labouillave qui se met en boxeur dans la rue devant tout le monde parce que soi-disant les boxeurs lui permettent de dépasser le regard des autres et d'être pleinement qui il est. Bon, faut croire que ça marche parce qu'il faut quand même des couilles pour faire ça. Et selon la légende, le lien est dans la description. Le boxeur est également sur mes couilles. Il aurait même créé un pack avec tous les coloris de caleçons, ce qui fait que ça revient beaucoup moins cher que d'acheter tous les caleçons à l'unité. Et selon la légende, il vous conseillerait d'aller acheter le vôtre dès maintenant. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Depuis toujours, ce qui dérange attire l'attention. Mais le rap est-il piégé dans ce cercle vicieux ou peut-il devenir positif ? Très bonne question, et oui, il l'a déjà été. Par exemple, il y a le rappeur Davodka avec son morceau Arc-en-Ciel. On garde l'espoir d'un jour meilleur, plongeant nos regards dans le ciel, recherchant la lumière pour que nos larmes produisent des arcs-en-ciel. Qui invite à chercher la lumière même dans les moments sombres. Ou on a encore Big Flo et Oli avec le morceau Dommage. Assez dommage, c'était la dernière fois. Ça peut paraître un peu cucu, moins rap, et je l'entends. Et c'est pas forcément le plus mainstream non plus. Et vous en connaissez sûrement d'autres, mais comme d'hab, ceux qui sont allés le plus loin dans ce processus de rendre le rap positif, c'est les Américains. Tout a commencé en 1987, lors de l'assassinat de Scott LaRock, un rappeur assez connu de l'époque. Suite à cette mort tragique, KRS-One, un rappeur engagé, a fondé le Stop the Violence Movement. Everybody say stop the violence! We here to stop black on black crime. Cause we ain't with y'all killing and robbing each other. You understand that? Dans le cadre de ce mouvement, KRS-One a réuni plusieurs artistes hip-hop de la côte Est pour enregistrer le morceau Self-Destruction en 1989. Nous en France, quand les rappeurs salissent, c'est pour faire des morceaux d'extrême gauche qui discréditent encore plus la cause. Je comprends rien aux histoires de toutes ces sélections. L'intelligence te pourchasse, mais t'as toujours été plus rapide. Ce morceau a atteint la première place du classement Billboard lors de sa sortie, y restant pendant 10 semaines consécutives avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Ce qui était un excellent feu vert pour continuer dans cette voie, et pourtant ça a été très éphémère. La violence a ressurgi de plus belle et ne s'est jamais arrêtée. Mais en plus que rien n'ait changé, les choses sont devenues encore pires. Le vrai problème, ce n'est pas le rap. C'est que la demande du marché pour des sons ghetto, pleins de violence, de drogue, n'a jamais disparu. Et si tu te demandes pourquoi rien n'a changé, je vais te le dire. C'est parce que rien n'a changé. Il y a des rappeurs qui peuvent essayer de diffuser un message positif, ils peuvent même s'y mettre à plusieurs s'ils veulent, mais leur environnement reste le même. La culture reste la culture. Alors, pourquoi rien ne peut changer ? Là on est mieux là, ouais. Rien ne se crée, tout se transforme. Vous connaissez sûrement cette phrase. Eh bien, le rap n'échappe pas à la règle. Concrètement, c'est quoi le rap à la base ? C'est une création, de l'art. Et l'art n'est qu'une expression quasi instantanée de ce que l'artiste vit, pense ou l'environnement dans lequel il est. Un tableau emblématique qui illustre bien tout ça, c'est Le Cri d'Edvard Munch. Et pas Monster Munch. On n'avait plus le droit de rire. Cette œuvre expressionniste symbolise l'angoisse existentielle de l'homme moderne. Le personnage central, au visage déformé par la terreur, semble crier sous un ciel tourmenté, reflétant une profonde détresse intérieure. Là je me bois un perroquet. Lors de la création de l'œuvre, Munch a dit se sentir seul, tremblant d'angoisse, et il a même dit avoir pris conscience du grand cri infini de la nature. Cette œuvre illustre comment l'artiste transforme ses perceptions et ses émotions en une représentation artistique puissante. Et on retrouve encore plus ce phénomène dans le rap, où chaque son est comme un voyage dans l'imaginaire spirituel de l'artiste. Et donc par ce raisonnement, cela démontre que la création d'une musique de rap est une conséquence de la vie réelle,
qui est l'inspiration. Tu mets Ziak dans un monde rempli de bonbons et d'arc-en-ciel pendant un an, je te jure qu'il va arrêter de parler de criminalité. Et dans ce qui constitue le rap mainstream aujourd'hui, bon bah c'est les femmes à tout va, la drogue, l'argent, les crimes. Car tout ce que les rappeurs font, c'est capturer l'environnement qui est autour d'eux et ce qu'ils pensent. Et c'est triste de constater comment se déroule la vie pour certaines personnes. Que je fasse un gaz, que je stoppe la ligne dans le glace, que je stoppe le gaz. Hors de question. Et pourquoi le rap dans lequel les rappeurs s'autodétruisent est-il autant mis en avant? 4 mots pour expliquer ça, l'offre et la demande. Tant qu'il y aura une demande de la part du public pour ce genre de son, les rappeurs n'ont aucune raison d'arrêter. De base, le rap est un moyen pour eux de s'en sortir. Ils racontent leur quotidien dans la cité ou autre. Et même en ayant percé, une grande partie d'entre eux restent dans les blocs alors qu'ils ont de l'argent. Parce que c'est extrêmement dur de continuer à gagner autant en faisant quelque chose de plus positif. Ils peuvent se retrouver bloqués dans leur image. Ce qui fait que Shakespeare, c'est universel et intemporel, c'est la simplicité des histoires. Dès qu'ils essaient de faire autre chose, on peut dire qu'ils ont changé, qu'ils ont trahi leur public, et puis d'un côté, bah, ils ont sûrement la flemme. Je suis ce gars-là qui aime pas travailler, ça veut dire que j'ai jamais accepté de faire des choses malheureuses. J'ai fait des choses où j'ai été malheureux, mais c'était de la débrouillardise, où j'étais pas content de le faire, mais je devais le faire. Non, SDF. Non, SDM ne devait pas le faire puisqu'il avait le choix. Simplement, les autres choix qu'il prenait ne lui convenaient pas et ou l'ascension sociale était trop lente pour lui. Puis combien de temps a-t-il essayé de s'en sortir pour faire autre chose? Seul lui sait. Cependant, il a réussi à devenir rappeur et en vivre. Très peu le concrétisent. Là, je vis de ma passion en vrai. Mais là, t'as tout pété en plus. Et 99% des rappeurs se retrouvent coincés dans cet engrenage où le mal rapporte beaucoup plus que le bien. Par exemple, aux États-Unis, il y a un ancien rappeur qui avait retourné Internet en 2015. C'était Boom Gang. On ne parlait que de lui sur les réseaux sociaux. Il a été connu d'abord sur Vine, puis Instagram, où il braquait, humiliait des vendeurs, prenait des drogues, jetait de la nourriture. Bref, il faisait vraiment n'importe quoi. C'était le personnage principal et la vie était comme GTA pour lui. Mais est-ce que son impact était positif? Non, mais ça lui a rapporté beaucoup de visibilité? Oh que oui, des millions de vues à chaque vidéo. Et quand il a lancé sa carrière de rap, c'était là aussi des millions de vues sous ses clips, même si c'était pas fameux. Évidemment, le message n'était pas positif. Meurtre, drogue, argent, femme, le combo gagnant. Et il a vécu une véritable descente aux enfers à cause de son environnement et son lifestyle. Shout out to the homie Bunk. Oh my. Jusqu'au jour où il a disparu des réseaux, il a fini en prison pendant 3 ans et il est revenu métamorphosé. Il est devenu son complet opposé, passant de Boom Gang à Holy Gabbana. Il s'est sorti des drogues, des mauvaises fréquentations et du train de vie négatif. Maintenant, Holy Gabbana parle de choses positives, d'espoir, de Dieu qui selon lui l'a permis de s'en sortir. The presence of God came over me and stripped my sadness away and filled me with joy. Et juste physiquement, regardez la différence, il a l'air tellement plus heureux. Cependant, les stats ont drastiquement baissé. Il n'a plus jamais atteint le million de vues. Et en soi, on s'en fout des stats, il est sûrement beaucoup plus heureux comme ça. Mais ça démontre juste sur quoi les gens donnent de l'intérêt, l'état actuel du marché et où se trouve l'argent. Et c'est triste, car je suis persuadé que Louvrezval, décédé en 2022, aurait pu avoir une histoire similaire à Boom Gang. Il aurait pu sortir de l'addiction à la ligne et autres drogues. Il savait que ça le détruisait. Et s'il avait eu plus de temps pour battre ses addictions et transmettre le message positif qu'il avait à donner, il aurait été un espoir supplémentaire pour ce monde perdu. Et des fins tragiques juste avant que ces rappeurs puissent voir la lumière, on en compte plein. Je pense notamment à Mac Miller. Et ce qui se passe en ce moment, c'est un peu comme les meufs sur OnlyFans. Les gens les critiquent de fou, mais le principal souci, c'est les hommes qui veulent ça et qui payent pour avoir ce service. Parce que s'il n'y avait pas de marché à prendre, ça n'existerait même pas. J'ai aussi une agence OnlyFans, que je suis aussi catholique pratiquant. Une quoi? Une grosse merde. Une grosse merde. Oui, mais une grosse merde bien pourrie, tu dis. Mais c'est ça qui se passe quand la société est organisée de manière à ce que tout puisse être monétisé. Les gens se retrouvent dans des positions où c'est 10 fois plus facile et attirant pour eux de faire des choix immoraux, sans penser à l'impact négatif que ça aura sur les autres personnes. Tout ce qui compte, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent. Et à cause de la mauvaise santé du marché, on a des Ziak qui apparaissent. Je vous rappelle que Ziak, selon la légende, c'était un mec qui faisait des vines. Qui vole en neuf. Perd sa place. Oui. Stylo. Attends. C'est parce que tu crois.
Mais qui, par son environnement et sa soif d'argent, a créé Ziak, l'antagoniste? Il est au final victime du marché. Idem pour SCH, qui rappe une vie complètement inventée de mafieux italien alors qu'il s'appelle Julien Schwarzer, a des origines allemandes et que le seul truc italien qu'il a fait dans sa vie, c'est des spaghetti bolo. Mais il s'est lui aussi soumis au monde capitaliste et aux maisons de disques pour raconter la criminalité, certes de manière poétique et avec talent, mais ça reste une glorification de la rue pour vendre. Et cette réalité l'a même rattrapé récemment, puisque un de ses proches est mort par balle lors d'un concert en septembre 2024 et qu'il est harcelé depuis plusieurs mois par une vraie mafia pour qu'il leur envoie 300 000 €. Et le rap n'est pas prêt de changer. Vous savez, à l'origine, le hip-hop a été fondé sur des idéaux de changement social et positif, en parlant de problèmes réels. Les rappeurs l'amenaient avec de la controverse, certes, mais il y avait un message d'espoir. Le rap conscient a en quelque sorte été relégué au second plan lorsque le rap gangsta est devenu la norme dans les années 90. Et l'histoire de Tupac démontre clairement ce processus. Fils de Black Panther, fils de pute, imagine je dis ça, excellent. Fils de Black Panther, au début de sa carrière, son but était de dénoncer les injustices. Il apportait un message d'espoir. Mais vous connaissez son histoire, il a petit à petit été embarqué dans des histoires de plus en plus sombres. Jusqu'à sa rencontre avec Suge Knight, qui a complètement changé son message. Il s'est mis à faire du gangsta rap et commençait à perdre cette lueur de positivité qu'il y avait en lui, jusqu'au jour tragique où la rue l'a rattrapé et qu'il s'est fait tirer dessus. 4 balles dans le corps, il décédera quelques jours plus tard de ses blessures à l'hôpital. Le rap reste un art, c'est de la poésie moderne, Rhythm and Poetry, R.A.P. Et si vous vous renseignez sur la poésie, eh bien les poètes se droguaient et en parlaient. Comme par exemple Charles Baudelaire qui était sous OSA, opium, shit, alcool, sacré mélange que je vous déconseille, et il en parle ouvertement dans Les Paradis Artificiels ou encore Les Fleurs du Mal, qui a été censuré pour outrage à la morale publique. On a encore Arthur Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. Vous les avez peut-être étudiés au collège, eh bien c'était des sacrés junkies de l'époque. Et ils ont été glorifiés après leur mort. À l'époque, ils étaient vus par la plupart des gens comme des marginaux et des dépravés. Leur reconnaissance a souvent pris plusieurs décennies, voire un siècle. Et les poètes mainstream, peu importe leur époque, ont toujours été dans la controverse. Le fond a toujours été le même. Simplement aujourd'hui, les phrases sont beaucoup plus directes. Tous les jours, rêve de la Shoah. Et le nombre de poètes modernes, aka les rappeurs d'aujourd'hui, sont extrêmement nombreux. Ils racontent tous pour la plupart la drogue, etc. Et c'est devenu plus accessible au public avec les technologies d'aujourd'hui, et c'est également très accessible intellectuellement. N'importe quel âge peut écouter du rap et le comprendre. Moi, mes fils, ils mettent gazo. C'est de la châtelle plus jeune ex. Quel âge? Là, 10 et 9 ans. J'oublie ma haine quand je suis entouré de filles de joie. Je suis le premier fan de la bouillarde. C'est la différence entre les poètes des anciens temps et ceux d'aujourd'hui, ce qui fait que l'argent pullule encore plus. Mais qui gagne réellement dans tout ça? Les rappeurs sont les premières victimes. Ils sont déjà victimes de leur environnement qui les conditionne dès le plus jeune âge à pas forcément aimer évoluer dans une autre direction que la rue, la vraie, que de la fumée, ya. Non, tu vois, c'est pour ça que t'as pas de meuf. Derrière, ils sont victimes du marché qui est friand de ce genre de textes et de clips, mais ils sont également victimes des contrats avec les grands labels, car ce sont eux les grands manipulateurs du marché, pas les rappeurs. Ils ont réussi à s'accaparer le marché. Au début, ils condamnaient le rap, trop subversif. Comme j'ai dit, IAM est allé en prison pour outrage à agent sur un son. Mais aujourd'hui, 13 blocs fait fuck le 17. Fuck le 17, mort ou pas, à mort les causes, on les applique. Et malgré 2 ou 3 concerts qui ont été annulés, eh bien la controverse n'a pas freiné la diffusion du morceau. Bien au contraire, elle a servi de levier promotionnel, le son a été mis en avant et les décisions ont été bien moins violentes qu'auparavant. Alors pourquoi ce qui était condamné avant ne l'est plus forcément aujourd'hui? Car les grands décisionnaires ont compris où se trouvait l'argent. Et maintenant, ils utilisent les anciennes controverses du rap pour vendre et faire plus d'argent. Et quand le rap deviendra has-been et évoluera vers quelque chose d'encore plus subversif, ils vont dire c'est mal, attendre que le marché mûrisse et grandisse pour se positionner dessus, le mettre en avant et faire un maximum d'argent. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Selon vous, par où peut-on arrêter ce phénomène? Par le marché, et on imagine que tout le monde se prend en main et refuse d'écouter des choses négatives, ou par les acteurs, avec des maisons de disques qui ne mettraient plus en avant des rappeurs qui parlent de choses négatives? Vous tapez 1 ou 2 par SMS, je suis Nico Saliagas, oui.
Mais qui doit changer en premier? Honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi et je ne vois que ces deux solutions. Soit le marché devient plus sain et s'intéresse à des choses positives, soit les acteurs de l'industrie décident eux-mêmes d'arrêter de capitaliser sur des controverses et mettent en avant des choses plus positives. Le problème, c'est pas forcément que les artistes veulent pas faire du rap positif. C'est plus que le public ne le demande pas non plus. On peut pas juste dire le rap doit être positif et espérer que ça prenne. Il faudrait que ça soit aussi divertissant, puissant et viral que le rap actuel. Des artistes comme J. Cole ont prouvé qu'on pouvait allier lyrics travaillés, profondeur et succès commercial. De plus, les labels ont un rôle à jouer. Si demain, des gros investisseurs misaient sur des rappeurs avec un message plus constructif, ça changerait sûrement la donne, car les goûts des consommateurs sont malléables. Et c'est en ça que le public peut être éduqué. Aujourd'hui, on consomme du rap comme un fast-food. C'est ce qu'on nous met sous les yeux en permanence et on écoute sans se poser de questions. Je suis obligé de m'essuyer la bouche. Mais si les jeunes savaient à quel point un certain message les conditionne négativement, peut-être qu'ils changeraient d'approche. Ah bâtard, tu fumes? Pourquoi les labels poussent toujours les mêmes narratifs? Qui a intérêt à ce que la violence soit mise en avant? Mos Def le dit dans son morceau Fear Not of Men. If hip-hop is about the people, and the hip-hop won't get better until the people get better, then how do people get better? Comme vous l'avez vu, j'ai du mal à m'y retrouver dans le rap en ce moment, et même dans la musique de manière générale. Il y a toujours des paroles qui me dérangent ou un rythme trop agressif, et je m'identifie plus à ça. Je me sens de moins en moins à ma place dans le rap et je pense que ça se ressent aussi dans les vidéos. Ça m'a accompagné pendant une très grande partie de ma vie. Ça m'a aidé à me construire d'une certaine manière, mais aujourd'hui cet univers me freine plus qu'autre chose pour devenir la personne que j'ai vraiment envie d'être. C'est pourquoi ma chaîne va évoluer à partir de maintenant. J'ai envie de voyager, découvrir le monde, être au contact des gens dans des pays exotiques. Et j'ai hâte justement de vous partager ce que je ressens et de vous transmettre un message positif et d'espoir que je n'ai pas su retrouver ailleurs. À bientôt. Bah, je suis un mec qui va pas bien dans sa vie. C'est une grosse merde, il va le dire que c'est une grosse merde. Si tu dis que c'est une grosse merde. Je suis une petite merde.